Voici donc une vidéo complémentaire pour la simulation qui vous permettra de mettre à niveau la bibliothèque de composants simulables au cas où vous ne trouveriez pas le composant souhaité dans les bibliothèques déjà disponibles. Donc la première des choses, c'est d'avoir un symbole de composants, éventuellement non simulables. Vous pouvez être amené à le créer, ce symbole. Donc cette partie-là sera traitée plus tard dans une vidéo spécifique, dans la mesure où c'est quelque chose qui sera récurrent, même quand on n'aura pas à simuler. Si on doit réaliser une carte électronique avec des composants spécifiques non disponibles dans les bibliothèques fournies avec le logiciel ou téléchargeables sur le site de la communauté, et qu'il faudra donc créer un symbole et éventuellement une empreinte physique. Donc cet aspect des choses sera traité à part. Admettons que l'on dispose déjà d'une bibliothèque avec un symbole correct, mais euh, sans le modèle de simulation. Donc l'idée, c'est d'ajouter un modèle de simulation à ce symbole. Donc là, dans le logiciel, vous avez une arborescence avec les librairies associées au projet, avec un fichier SCH lib, donc une librairie associée au schéma qui s'appelle SLib, et donc là c'est un modèle très rudimentaire de transistor MOSFET qui est dessiné. Donc là on le voit pas très bien, mais il y a un certain nombre de traits qui ne sont absolument pas là pour donner une fonction aux composants, mais c'est juste un dessin et des broches du composant. Ici vous avez la broche 1 avec un nom et un désignateur qui sont invisibles, broche 2 et broche 3. Et en fait, on voit la partie qui sera logiciellement reliée à un circuit électronique par ailleurs. Donc c'est la petite marque en croix avec les zones blanches qui correspondent aux points sur lesquels on va raccorder des fils. Donc là, vous avez un symbole très rustique, on va dire, d'un transistor MOSFET. On pourrait le dessiner un peu mieux, mais là c'est pas l'objectif. Donc cette bibliothèque, il faut lui associer, enfin ce symbole dans une bibliothèque, il faut lui associer un modèle SPICE. Donc la manière de faire ça, c'est de télécharger un modèle SPICE. Donc là ici vous avez une liste de composants du site ST Microelectronics qui sont disponibles. Donc là je cherche un transistor qui s'appelle STD17NF03L. Donc c'est un transistor MOSFET utilisé en EN14 sur une maquette d'alimentation à découpage. Donc il s'agit d'un fichier zip avec à l'intérieur un modèle du transistor en question avec une extension .lib. Donc ce modèle, si on l'ouvre avec un bloc-notes, on voit que c'est un fichier texte qui est de type sub-CKT. Donc c'est un sous-circuit qui est constitué en fait d'un certain nombre d'éléments. Donc on a un modèle de MOS, mais qui est encapsulé dans un sous-bloc avec des inductances, des résistances parasites. Donc l'extension .lib n'est pas correcte pour faire ça. On doit normalement disposer d'un fichier avec une extension CKT.
Et donc une fois qu'on a fait ça, on place le fichier en question dans un répertoire. Donc le fichier initial ne nous intéresse pas. Les extensions nécessaires pour Altium Designer sont très clairement indiquées dans une notice explicative, donc un PDF qu'on trouve sur internet dont le titre est explicite, associé à un composant schématique, un modèle de simulation. Donc là, en l'occurrence, suivant le type de modèle allié, on a telle ou telle instruction. Donc là, en l'occurrence, un sous-circuit, un modèle de type sous-circuit. Donc on doit le sauvegarder avec une extension CKT. Ensuite, on doit spécifier un type de modèle de type général et Spice sous-circuit. Donc on retourne dans ceci, type général, Spice subcircuit. Donc on peut le spécifier directement dans un fichier avec un chemin complet. On le sélectionne ici, ouvrir. OK. Model name. Copier. Donc voilà le nom de du modèle. Paste. Une fois que on l'a sélectionné, on valide. OK. Voilà. Donc le modèle est incorporé dans le symbole. Et normalement, il est clairement associé. Alors maintenant, on doit éventuellement s'assurer que les éléments sont clairement interconnectés. Donc le port map on doit en fait associer les broches les unes aux autres, et ça donc il faut bien veiller à ce que les numéros correspondent. Pour s'en assurer, en fait, il suffit de vérifier que les broches numéro 1, 2 et 3, donc les équipotentiels 1, 2 et 3, correspondent dans l'ordre à la grille, au drain, pardon, à la grille et à la source du transistor. Or, on voit bien ici que le premier élément qui est connecté à l'équipotentiel 1, c'est une inductance de drain. Au niveau du 2, donc supposé la grille, et bien là l'élément 2 c'est une inductance de grille, et l'élément 3 c'est une inductance de source. Donc c'est bien dans cet ordre que le composant est défini. Une fois que c'est fait, on sauvegarde et normalement le composant est directement utilisable. Si maintenant on souhaite utiliser le symbole, il apparaît
dans la liste des bibliothèques et donc des composants. On a ce symbole qui devra être utilisable dans un montage très simple. Donc si on place une résistance de 10 ohms au bord d'une source de 20 volts et que l'on génère des signaux carrés pour piloter le transistor, on doit s'attendre à avoir des courants pulsés dans cette résistance de charge. Donc, pour s'en assurer, on peut définir une source de type pulsé ici et de type continu là. On édite cette source, on choisit une source de type continu de valeur 20 volts ou même 30 volts, soyons fous. Ok. Ici, une source de type pulse, dont les paramètres sont une valeur initiale nulle, une valeur pulsée de type 8 volts, largement de quoi saturer le transistor, bon, je vais mettre plutôt 5, ce serait raisonnable. Normalement, le STD, le transistor STD 17, etc., est fait pour être piloté sous 5 volts. Le temps de montée, on peut fixer 10 nanosecondes, le temps de descente 10 nanosecondes, la durée des pulses 50 microsecondes, la période 100 microsecondes. Une phase nulle si on veut. Ok. Ok. En toute rigueur, le circuit est potentiellement inductif, même si on ne l'a pas défini comme tel. Donc il faut généralement mettre une diode de roue libre, ce qui est probablement raisonnable. Pourquoi pas une diode de roue libre de type N4148, vu que le courant consommé ne doit pas être énorme. Voilà. Comme d'habitude, il faut numéroter les composants. On annote. Ok. Accepte. Exécute. Close. Close. Voilà. Donc on a une numérotation qui est faite. Alors on peut accélérer la charge en diminuant la résistance de grille et on peut à partir de là paramétrer notre simulation en définissant un transitoire sur lequel on choisit un temps de simulation de 1 milliseconde, donc largement de quoi faire les simulations. Pas de simulation de 100 nanosecondes,
de 10 nanosecondes, pardon. Non, on peut fixer éventuellement 20 pour le pas minimum. OK. Et à partir de là, on peut lancer une simulation. Ce qui va être intéressant de voir, c'est la tension aux bornes de D11, net D11. Parce que le transistor devrait être saturé. La simulation AC n'a aucun intérêt ici. Add wave to plot, net D11, create, unknown function or network. Alors oui, une précaution à prendre, c'est de bien noter que quand il y a un texte décrit, qu'on clique sur un autre élément à placer, cet élément ne s'efface pas. Hein, donc on a 30 volts. Alors, je viens de voir une erreur. Voilà. Une erreur apparaissait dans la liste des messages qui étaient là. Le pas de simulation était trop court. Une fois qu'on a changé le pas de simulation, on s'aperçoit que le transistor est correctement piloté avec des pulses de 5 volts. Alors ils sont verticaux ces pulses. Hein. Il faut vraiment zoomer assez fort pour arriver à voir une montée. On voit ici un plateau. Alors à titre indicatif, si on va chercher le STD17NF03 et que l'on essaye d'ouvrir sa datasheet, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve un plateau aux alentours de 4 volts. Donc c'est ce qu'on voit ici. La tension se maintient à peu près au niveau du 4 volts ici. Et donc c'est pendant cette phase-là que le transistor commence à saturer. Donc la tension aux bornes du transistor se met à chuter et elle est normalement pratiquement à zéro lorsque le plateau est atteint. Enfin lorsque le plateau se termine. Et donc la tension commutée est bien extrêmement faible lorsque le transistor est saturé. On a une tension stabilisée aux alentours de 100 millivolts ici lorsque le courant circule dans cette résistance. Or, on a une tension d'alimentation ici qui est de 30 volts sous 10 ohms, donc on s'attend à avoir un courant de 3 ampères. Donc en pratique, il ne sera pas tout à fait de 3 ampères parce que il y a une petite résistance ici, mais cette résistance elle est normalement négligeable. Si on va chercher le paramètre clé d'un transistor de ce type-là, qui est son RDS on, il est inférieur à 50 milliohms. Donc là, c'est indiqué 38 milliohms. Donc si on fait un petit calcul,
0.038 fois 3 ampères, parce qu'on doit avoir à peu près 3 ampères, on trouve 114 millivolts, ce qui est bien conforme à la tension que l'on trouve ici. Donc là encore, l'outil de simulation permet de vérifier assez bien la chute de tension au banc du transistor et de modéliser les commutations. Donc si on zoome, on a une idée assez bonne des commutations que l'on va avoir avec un transistor en électronique de puissance. Donc voilà le bilan de cette vidéo. Donc l'objectif était de montrer la simulation d'un montage en régime de commutation de type électronique de puissance, donc des choses qui peuvent intéresser les étudiants de l'UV EN14, vu que les alimentations à découpage sont traitées dans le cadre de cette UV, ou encore de l'UV MC7, qui est une UV spécifiquement d'électronique de puissance pour les étudiants de la filière mécatronique, là encore de l'UTC. Un autre point intéressant de cette vidéo, c'est de montrer que eh bien, lorsqu'on se donne la peine de chercher des modèles SPICE chez les fabricants, en fait la plupart des fabricants de composants électroniques analogiques fournissent des modèles SPICE, alors pas de tous leurs composants, mais de beaucoup de composants, en particulier des composants élémentaires de type transistor, diode, etc. Et donc on peut facilement les incorporer, les associer à un symbole. Donc on associe le modèle et ensuite on affecte les broches du symbole aux équipotentiels définis dans le modèle. Voilà pour cette vidéo.